Bonjour à tous, bienvenue ici. On est en compagnie de Riyad Merhi, boxeur bruxellois. Comment ça va, Riyad? Ça va très bien, toi? Enfin, bruxellois, je dis bruxellois, mais c'est Non, bon. bruxellois, c'est nickel. On va commencer, on va faire une petite interview avec différents points, revenir sur ta carrière, sur ton futur, mais aussi sur les futurs combats qui vont se passer dans le monde de la boxe et du combat. Première question, un peu pour faire la pub, on est où ici? Ici, on est au Elite, c'est mon nouveau club depuis quelques mois. Il est tout près de chez moi, je suis à 10 minutes d'ici, donc c'est parfait pour moi. C'est une salle super bien équipée au niveau fonctionnel. Et au niveau des matos, c'est du tout nouveau, des toutes nouvelles machines à la pointe de la technologie, quoi. Donc tu te sens bien ici? Je suis super ici, Combien de surtout le fois par matériel. semaine? Quasiment tous les jours, 2 fois par jour. Donc, si on veut te voir, il faut venir ici. On pourrait me trouver ici. Ouais. On va revenir sur ton actu récente et passée, ce combat contre Tony Yoka à Paris, à Roland-Garros. Parlons un peu du commencement. Comment ça s'est passé, la prise de contact? C'est toi qui étais le voir? C'est lui qui est venu te voir? Ça s'est passé comment? C'est une prise de contact qui s'est fait directement entre les managers. Donc moi, je revenais d'une défaite en Afrique du Sud. Donc j'ai directement dit à mon manager que je voulais un combat du top niveau, quoi. Je voulais un top niveau directement parce que j'ai remarqué qu'à mon dernier combat, je manquais de rythme parce que ça faisait X temps que j'avais plus combattu. Et quand tu ne combats pas assez longtemps, tu perds le rythme du ring. Et ce que j'ai eu, donc il savait qu'il y avait ça en tête, que je voulais un combat du top niveau. Et la proposition de Yoka est arrivée. Il m'a téléphoné, il m'a dit écoute, est-ce que tu serais chaud de combattre Tony Yoka? Moi, je dis ouais, direct. Il m'a dit écoute, c'est pas sûr, mais il y a 3 personnes qui sont devant. Donc toi, tu es le quatrième choix. Donc on attend de voir la décision qu'ils vont prendre, quoi. Et Et finalement. pour finir, ils m'ont choisi. Et c'était au final un combat aussi, on va dire, business, hype, parce que France-Belgique, parce qu'il y a rivalité, ça joue aussi dans le choix, tu crois, du Yoka, de se dire, va y avoir du monde, ça va être sympa. Moi, ça n'a pas joué. Non, moi, pour ma part, ça n'a pas joué dans le côté France-Belgique, rivalité et tout ça. Par contre, pour le public, ouais. Pour les fans, le public, j'avais l'impression que c'était un France-Belgique au niveau du foot, quoi. Donc, il y avait les deux clans et ils étaient en train de s'attaquer. Mais j'ai remarqué qu'il y avait j'avais beaucoup de Français qui étaient avec moi aussi pour ce combat, quoi. Ouais, on en parlait justement en off. Yoka, finalement, n'a pas été soutenu. Autant toi, tous les Belges étaient derrière toi. Et finalement, tu avais quelques Français qui étaient venus Exactement. pour voir perdre Tony Yoka. Ouais, c'est ça le problème de la boxe, hein. Tu as ceux qui veulent te voir et ceux qui ne veulent pas te voir. Après, c'est ça qui fait vendre les places aussi. Ouais, exactement. Et ce combat, il y a une particularité, c'est pas ta catégorie. Tu as décidé de monter en lourd. Pourquoi? Non, j'ai décidé de monter parce qu'il y avait une nouvelle catégorie qui se créait, c'est les weight, donc c'est entre les lourds en fait. Parce que les lourds d'aujourd'hui, c'est une génération, c'est 2 mètres, 120 kilos Comme moi. 120 kilos, tu vois. Donc maintenant, ils ont créé une catégorie qui est entre les lourds légers et les lourds, qui s'appelle les weight. C'est en dessous des 101 kilos. Donc ça permet de faire une transition pour les petits poids lourds comme nous, quoi. Elle était créée pour toi, cette catégorie. Tu avais l'impression qu'elle est tombée du ciel. En tout cas, elle a été créée au bon moment pour moi, parce que je commençais à prendre du poids avec l'âge. Après, du poids bien réparti. Du Donc, muscle. ouais, un peu des deux quand même. Donc, j'avais du mal à faire mon cutting. 12 kilos, c'est trop pour un combat. Donc là, c'est parfait, parce que je dois juste perdre 3-4 kilos pour être dans la nouvelle catégorie, quoi. C'est plutôt une bonne chose. Sur ce combat, là je voulais en venir, c'est au niveau de la gestion de la défaite. Yoka, on a vu à son interview d'après-match qu'il était complètement désabusé. Il était quasiment même sûr de gagner avant le combat, d'avoir gagné. Finalement, ce n'est pas le cas. Toi, ta première défaite, c'était contre, ouais, pas sympa, la transition contre le Français Goulamirian. Tu gères comment? Ça se gère comment un combattant qui arrive et qui a sa première défaite? Ça arrive à beaucoup, quasiment à tous finalement. Moi, ma défaite contre Goulamirian, c'était une bonne chose. En tout cas, je l'ai prise comme une bonne chose, quoi. C'est une défaite qui m'a fait grandir, qui m'a fait évoluer dans ma boxe, parce que j'ai pu voir à ce combat tous les lacunes que j'avais, et j'ai pu voir toutes les qualités que j'avais aussi. Donc, j'ai fait un mix max, et voilà, j'essaie de créer une nouvelle version de moi-même, quoi. Après, Yoka, le problème, c'est que c'était pas sa première défaite, il était sur 2 défaites d'affilée. Donc, c'est encore un autre aspect qu'il faut voir avec lui. Ouais, c'était sa troisième. Tu peux pas comparer une première défaite avec 2 défaites consécutives, quoi. Et là, ça fait 3. Là, ça fait 3 maintenant. Donc, au niveau mental, il faut voir ce qu'il va faire, quoi. On peut se relever de ça? On peut toujours se relever. Quand tu as envie de quelque chose, il faut juste te lever et aller faire ce que tu as à faire.
Donc ici, tu as eu, eu cette victoire en poids lourd qui t'a d'ailleurs mis assez haut dans le classement mondial. Ouais. Combien, Ouais, une trentaine, je crois. Ouais, c'est ça. Je crois qu'avant le combat avec Yoka, j'étais dans les top 40. Et puis, je suis arrivé directement dans le top 18. Allez, donc voilà, Ouais. top 18 mondial, je me suis trompé, j'irai revoir Ouais, top mes 18. fiches. Et du coup, te voilà, on vient d'avoir l'annonce de ton prochain combat contre Jared Anderson, un Américain. Ça, encore une fois, comment s'est passé La prise de contact. Exactement. Ben, ça, c'est arrivé vraiment bien après, parce que après le combat contre Tony, je suis arrivé directement dans le top 18. Donc, quand tu intègres le top 20, après, tu as beaucoup plus de propositions qui arrivent. Puis, j'ai eu une proposition pour être challenger pour le titre Europe des poids lourds. Donc, on a eu la surprise. Mon manager m'appelle pour me dire ça. Je dis, ouais, pourquoi pas, contre qui? Tu vois, la question, c'est toujours contre qui? Parce que moi, je ne suis pas un vrai poids lourd. Moi, je suis un petit poids lourd. Donc, tous les combats que je fais en plus en poids lourd, c'est que des combats bonus qui pourraient me rapporter financièrement et voir si le gars en question, il n'est pas, c'est pas un Joshua ou c'est pas un truc comme ça, quoi. Après, Joshua, ça te rapporte financièrement. Oui, ça c'est sûr que t'es tranquille. Dans tous les cas, je dirais oui, tu vois. Mais il faut rester correct au niveau des proportions de taille, physique, tout ça, quoi. Donc voilà, après, on a eu l'Allemand qui était, le challenger en titre, qui a refusé le combat, qui est parti faire autre chose. Et on a eu une deuxième proposition de Daniel Dubois. Lui, c'était un très gros poids lourd. Donc, mais au niveau taux horaire ring, ça n'allait pas du tout, tu vois. C'était pas assez payé pour le danger que c'était. Donc, on a attendu pour voir les propositions qui allaient arriver. Puis, on a reçu une proposition des États-Unis de Top Rank, grosse promotion américaine, qui nous proposait en fait leur futur star des poids lourds, quoi. Ouais, parce que pour info, ceux qui ne connaissent pas, Jared Anderson, on le présente, ou il se présente peut-être, comme le futur crack américain Exactement. des poids lourds qui vise le titre mondial, quoi. Exactement. Donc, c'est un beau challenge. C'est un beau challenge pour moi parce que moi, j'ai rien à perdre. Et ça reste un poids lourd atteignable au niveau de la taille et au niveau du poids. Si mes informations sont bonnes, c'est 16 victoires, 15 KO, une seule fois à la limite. Et toi, tu le prends. Donc si tu y vas, c'est pas pour faire de la figuration. Non, si j'ai choisi le combat, c'est que je pense que je peux me débrouiller face à lui. Hein. C'est quoi par rapport à tes armes, par rapport à ce que tu as vu, par rapport à ton expérience? Parce que là, on peut parler de ça. Toi, tu as l'expérience, on peut dire plus ou moins en fin de carrière. Ouais. Lui au début, c'est sur ça que ça peut jouer. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai acquis assez d'expérience pour pouvoir gérer un combat de cette ampleur. Jared, c'est un jeune boxeur, il n'a que 24 ans, même s'il paraît beaucoup plus âgé. Il a 24 ans ou 25 ans. Il est fougueux encore. Et dans sa boxe, on voit qu'il est fougueux. Il envoie des coups, trop de coups inutiles, alors que c'est un poids lourd et ça pourrait être dangereux, tu vois. Après, il a combattu personne encore d'un gros calibre. Donc, tous les combats que j'ai pu voir de lui, plus je regarde ses combats, plus je vois des failles. Donc, à voir si je pourrais les exploiter le jour du combat. C'est ce qu'on espère. c'est ce qu'on va t'espérer. Donc tu vas partir là-bas. Comment ça va se passer? Tu me disais, on part une petite semaine avant, le temps de s'habituer, jet lag, tout ça. C'est ça. On part une semaine avant pour tout ce qui est conférence de presse, entraînement public et jet lag, quoi. Pour se mettre dans le rythme de Texas. Ce sera au Texas. Tu le disais donc, main event de cette carte. Ouais, j'ai appris ça après. Tu savais pas? Je savais pas, non. Parce que pour moi, c'était lui. Mais je pense qu'on allait combattre en sous-carte. Peut-être deux combats avant le main event. En fait, on est le main event. Donc, ça change complètement la donne. Qu'est-ce que ça change? Les gens viennent voir ce combat-là. Donc, ça sera beaucoup plus tendu. Tu me disais ce qui va changer aussi. Bah ici, à Paris, c'était en France, mais finalement, il y avait beaucoup de gens pour toi dans la salle. Ouais. Là, c'est tout le monde contre toi. Exactement. Ça te procure quoi? Tu utilises ça? T'aimes bien? Tu n'aimes pas? On apprend à apprendre ce qu'il y a à apprendre. Donc moi, pour le moment que mon staff est bien, je me sens bien. Moi, tout doit se passer autour de mon staff et de ma famille. Si tout se passe bien autour de ça, dans ma tête, tout se passe bien et je peux aller à la guerre, quoi. Parce que je regardais sur tes différents combats, tu as quand même beaucoup combattu en Belgique, Ouais. notamment au Spirodome. Là, ce sera une atmosphère différente, quoi. Ouais.
Après, toutes les fois que j'ai perdu aussi, c'était à l'étranger. Donc, Il est temps que ça s'arrête. voilà. Après, j'ai gagné à Paris. Donc, voilà, je crois qu'on est sur une bonne lancée. Et il faut que j'essaie de reperformer comme à Paris aux États-Unis, quoi. Au niveau des chiffres, 34 victoires, 2 défaites, c'est ça? J'ai les bons chiffres? Ouais, je pense que c'est ça, ouais. On doit pas être, On on n'est doit pas pas, trop, on doit pas on trop doit pas loin, être ouais. trop loin de ça. Tu étais déjà venu chez nous et tu nous avais dit, moi, le but, c'est Bridgerweight, c'est pas les poids lourds. Sauf si grosse affiche et gros chèque, te voilà en poids lourd. Voilà, exactement. Je suppose que les conditions sont remplies. Exactement. Au niveau taux horaire danger, c'est nickel. Donc, j'ai une bonne prime et le danger n'est pas trop élevé pour moi. C'est quelque chose qui est normal de parler de ça en boxe. Surtout là maintenant, il faut assurer la suite. Tu vas pas boxer toute ta vie. Surtout que moi, je pense déjà je pense à arrêter bientôt la boxe. Donc, voilà, j'ai essayé de me donner encore 3, 4, peut-être 5 ans grand max pour remplir les caisses. Et comme ça, je peux partir en retraite et envisager une reconversion professionnelle. Ici, après ce combat, donc ce sera retour plutôt en Bridgerweight du côté de 2024, 2025. Comment ça va se passer? Tu vois comment la suite après? Dans tous les cas, moi, ma catégorie, c'est Bridgerweight. Donc, tous les combats que je ferai en plus en poids lourd, c'est que du bonus pour moi. Donc, moi, ma vision, mon objectif pour avant d'arrêter, c'est d'arriver encore à un titre de championnat du monde dans la catégorie des Bridgerweight. Et puis après, on prend ce qu'on a à prendre, quoi. Il y a des combattants qui sont beaucoup on va dire, sur leur palmarès, sur le nombre de victoires. Il faut gagner, pas des défaites. Toi, tu prends des combats où tu ne vas pas forcément être favori. Tu regardes plus ces chiffres-là. Tu as envie de faire ta boxe, de te faire plaisir. Voilà, au début de carrière, on regarde toujours ça. Au début de carrière, on regarde toujours l'invisibilité. On essaie de ne pas perdre. Parce que c'est ça qui est vendeur. Hein. C'est quand le fait de ne pas perdre, donc tu vends beaucoup mieux. Après les quelques défaites que j'ai eues, après j'ai grandi surtout. J'ai atteint une maturité. Je me dis, en fait, c'est quoi perdre? Tu vois, il y a deux façons à perdre. Il y a perdre mal et perdre bien. Et toutes les défaites que j'ai eues, c'était toujours des défaites où j'ai appris et où j'ai pas été concurrencé totalement, tu vois. J'ai pas perdu à plein couture, quoi. À plat couture, Plat de couture. plat de couture. Donc, je me dis toujours, si j'ai perdu, c'est que ma tête ça a foiré, tu vois. Et si ma tête n'avait pas foiré, ben j'aurais gagné le combat. Quand tu le regardes après, tu te dis si j'avais fait ça, j'aurais gagné. Ouais, c'est ça. Tous les combats que j'ai regardés après, je n'étais pas ridicule. J'ai jamais été ridicule. J'ai fait ce qu'il fallait faire. C'est juste qu'il me fallait encore ce petit grain de folie en plus pour pouvoir faire la différence, quoi. Je me rappelle, si tu tapes le combat Merry Goulamariel, il est marqué la guerre pendant 11 rounds. Je crois que ça a duré, Sûrement, ouais, ça a duré 11 rounds et c'est ça le titre de la vidéo. Où est-ce que je voulais en venir? Oui, pour la suite donc, de ces Bridgerweight, on va te revoir en Belgique. Tu aimerais bien recombattre en Belgique? Franchement, si on arrive à faire un titre en Belgique ben, pour la ceinture, ce serait vraiment le top. Ouais, ce serait une bonne occasion de terminer en beauté, ma fin de carrière, si c'est possible. Parce que si je combats en Belgique une fois, je ne pourrais plus combattre plusieurs fois. Enfin. Ok, on va venir, donc voilà, ça c'est pour la suite de ta carrière. On va venir à un point qui est important pour nous aussi, c'est l'actualité des autres de la boxe. Et on va l'aborder sur un thème différent, pas techniquement, mais plutôt sur ce qui se passe et le PFL qui va arriver avec le combat entre Baki et Cédric Doumbé. Là où je voulais venir par rapport à toi, c'est tout ce trash talking qu'il y a autour de ce combat. Il se sert de ça, surtout Doumbé, il se sert de ça, c'est sa marque de fabrique. Toi, c'est pas du tout le cas, tu n'es pas du tout dans le trash talking. Non. Comment ça se fait qu'il y a des combattants qui sont comme ça, ils en ont besoin, ça fait vendre? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Le trash talking, c'est vendeur à fond la caisse. Hein. Ça date pas que d'aujourd'hui, ça a commencé déjà à l'époque de Mayweather, même avant, tu vois. Il y a des boxeurs qui ont besoin de ça pour rentrer dans leur combat aussi. Tu vois, ils ont besoin de parler, de rabaisser l'autre, de le rendre vraiment petit et de l'atteindre psychologiquement, comme ça ils rentrent dans leur cerveau, ils ont déjà un avantage psychologique le jour du combat. Après Doumbé, il est très fort pour ça. Il arrive à rentrer dans ton cerveau, à te faire croire qu'il est meilleur que toi et que tu vas perdre. Après, c'est contre Jordan, c'est ça? 9 secondes. Voilà. Il est rentré dans la tête de Jordan totalement. Après, je pense que Baki, je ne les connais pas très bien, mais le peu de choses que j'ai vues d'eux, Baki m'a l'air très posé, il m'a l'air quelqu'un de très posé, sûr de lui, et il n'essaye pas de faire rentrer Cédric dans sa tête.
Ouais, il fait un petit peu de trash talking en réponse, mais Ouais, c'est pas la même chose. C'est pas irrespectueux, tu vois, c'est du très terre à terre. Mais ce qui est bien aussi avec Doumbé dans son trash talking, c'est que il attaque sur la boxe, enfin sur le MMA, sur le truc, mais rien d'autre. C'est uniquement sportif et au moins C'est parce sur qu'il y a l'humour du, aussi, ouais, ouais, il y a de il y a des l'humour, fois ouais. du trash talking où ça rentre dans le privé. Ouais. Là, il est vraiment dans le MMA, donc c'est ça qui fait vendre. Ouais, il faut que ça reste respectueux, hein. Il faut que ça reste respectueux. C'est pas pour rien qu'ils ont vendu Toutes les places toutes en les moins de places 24 heures, ouais. en 20 minutes. En 20 D'ailleurs, minutes. 20 Ah, minutes, ouais, ouais, très en 20 fort. minutes, tout est parti. Le jour enfin, le 7 mars, le jour de la carte Baki Doumbé, il y a aussi un Belge qui combattra son premier combat, non son deuxième combat, mais son premier à la PFL, Patrick Abirora. Tu m'as dit que tu le connaissais, parle-moi un peu de Ouais. lui. Patrick, c'est le crack, c'est le phénomène belge pour du moment. Avec Oki Bolonji aussi, qui a fait ses débuts à l'UFC aussi. Avec une victoire. C'est un des premiers, après Tarek, hein, mais c'est un des premiers entre les deux de la nouvelle génération à rentrer à l'UFC. Et je pense que Patrick va pas tarder à y rentrer aussi. Donc voilà, ce sont les deux phénomènes du moment à suivre quoi, au niveau du MMA. Tu crois vraiment en lui? Je crois aux deux. Les deux, c'est des bosseurs, c'est des gars ils ont envie d'y arriver, donc ils vont rien lâcher. Et après, le Patrick, il a déjà compris plus la vibe du show qu'il faut faire pour pouvoir vendre ses combats. Lui il est déjà dedans. Et Oki, ben, lui, c'est par rapport à ses performances qui va faire la différence. Patrick, on sait qu'il est très présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Ce qu'il a amené à la PFL, c'est important, les réseaux sociaux, le nombre de followers. J'ai l'impression que ça joue beaucoup aussi. Ouais, mais la génération a totalement changé, hein. À l'époque, on regardait ton palmarès avant de toquer à ta porte. Maintenant, on regarde ton compte Instagram, TikTok pour voir combien de gens tu pourrais ramener au combat, tu vois. Voilà, la génération des boxeurs ont totalement changé. Ce qui est aussi avec les trash talks, c'est qu'au final, il y a un moment qui est important, c'est la pesée et la première rencontre. Ça risque de péter déjà à ce moment-là entre Doumbé et Baki, par exemple. Et les gens attendent ça. Péter dans quel sens? Ben, je sais pas, des fois, il y en a qui se fight directement, Ouais. Mais qui se regardent. je pense que ça va être très respectueux, ce truc-là. Le show l'aurait déjà été fait bien avant la pesée et le combat. Donc je pense que ce jour-là, ça va être vraiment du psychologique. Et c'est vrai qu'il va essayer de rentrer encore un peu plus dans sa tête, mais je pense que Baki, je pense qu'il est fort mentalement pour faire la part des choses. Toi, quand tu arrives comme ça à une rencontre, premier, on l'a vu par exemple contre Yoka qui était vraiment à fond dans aussi un peu d'essayer de rentrer dans ta tête, toi posé, clean, ça se passe comme ça. Avec Jared, ça peut aussi se passer comme ça, toujours calme, toujours. Voilà, toujours rester calme. Après, tu sais que le boulot l'a été fait en amont, donc tu n'as pas grand-chose à faire à part rester concentré, quoi. Voilà. Le problème, si tu commences à faire du show comme ça à la pesée, tu perds contact avec tout ce que tu as fait avant. Toi, il faut rester focus sur ton travail et, euh, et montrer sur le ring, quoi. Finalement, tu es confiant, c'est pour ça que tu n'as pas besoin de ça en fait. T'es confiant, ouais, on est confiant. Il faut rester confiant. Tu es obligé d'être confiant, sinon tu vas partir avec une crainte et ça va te bloquer dans ta boxe. Donc, il faut toujours partir confiant en te disant toujours qu'il pourrait avoir des parenthèses, toi. Il pourrait toujours avoir des couacs, mais pars confiant et fais ce que tu as à faire sur le ring. Et tu anticiperas au moment venu s'il y a des problèmes. Le lendemain de ça, parce que c'est un gros week-end, il y a le combat entre Ngannou et Anthony Joshua. Tu penses quoi de cette arrivée de Francis en boxe anglaise? Finalement, Tony Yoka l'a dit, je répète, s'il est là, c'est pour l'oseille. J'allais dire la même chose. J'allais dire c'est le meilleur choix qu'il aurait pu faire au niveau de la transition. Parce qu'à l'UFC, je ne pense pas qu'il gagnait autant. Et je pense qu'un combat avec Fury, il a fait gagner autant que tous les combats qu'il a fait à l'UFC, quoi. Donc pour lui, c'est parfait. Parce que vu son histoire, moi, c'est ça que je respecte trop, c'est l'histoire de sa vie. En venant de rien, il est arrivé à jouer dans les films d'Hollywood et à être un des plus grands combattants de l'UFC. Donc je pense que c'est une belle revanche sur la vie. Et maintenant, il doit casser des gueules et prendre son argent, comme il dit si bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu Conor qui est venu contre Floyd, on savait plus ou moins que c'était mort. Là, Ngannou a combattu contre Fury, fait un bon combat. J'ai l'impression que c'est la première fois où on se dit un combattant UFC arrive en boxe et peut gagner. Tu parles contre Joshua? Contre Joshua. Le seul problème que je reproche à Joshua, c'est son menton. Son Son menton.
C'est le seul truc qui me fait peur chez lui. Parce que si tu dois regarder sur le papier, pour moi, Joshua est gagnant. Si tu me demandes un pronostic, je vais te dire que Joshua est gagnant. Parce que Ngannou, ça reste un très bon combattant de l'UFC. Il est fort physiquement. Il a son arme, sa droite. Joshua a son arme, c'est sa droite. Mais Joshua a l'expérience du ring. Et le seul problème que je pourrais mettre à Joshua, c'est vraiment ça. Trop grand? Il prend pas bien les coups. Et le problème, c'est que Ngannou lui suffit d'un coup pour éteindre les lumières, quoi. Il a montré contre Fury, un coup, et ça a changé tout l'aspect du combat, tu vois. Ouais, c'est ce qu'il disait, c'est qu'il a fait un bon combat contre Tyson Fury. Et les gens qui disaient, mais non, c'est un scandale, c'est victoire d'Ngannou, tu l'expliquais, finalement non, c'est victoire de Fury, mais il faut comprendre. Voilà, c'est victoire Fury. Fury a fait ce qu'il fallait faire sur le ring, il a mené le combat. Le seul truc que Fury faisait Ngannou, c'est attendre et travailler en contre, tu vois. Pour un non-boxeur qui vient combattre un champion, il n'avait rien à prouver, il avait juste à faire son combat et pas être ridicule. Il a fait le strict minimum. Et le problème, c'est que ça a choqué tellement de gens quand il a mis Fury par terre, qu'en fait, les gens ont vu que ça, que le KO. Mais ils n'ont pas analysé l'entièreté du combat. Ouais, c'est pas, un combat, c'est pas du highlight, c'est la gestion de round. C'est la gestion de round, ouais. Et Fury, il a fait le taf, même si on pensait qu'il allait surpasser un Ngannou, quoi. Ouais, tout le monde voyait que ouais. ça allait pas aller au terme et que Ouais. ce serait un chaos. Je voulais juste revenir sur une phrase avec toi. C'est Anthony Joshua qui a dit Francis Ngannou, c'est le défi de ma vie. C'est un peu fort quand même, non, pour un gars comme ça. C'est pour essayer de faire monter la hype aussi de ce combat. Sûrement un peu, et je crois que c'est pour se rassurer aussi en cas de défaite, quoi. Après, comme je t'ai dit, Ngannou, tu suis d'une droite pour faire la différence. Et on a déjà vu Anthony Joshua vaciller sur des gars qui n'avaient pas forcément de la force, mais qui l'ont touché correctement une fois au niveau du menton, quoi. Un Francis Ngannou a plus de force qu'un gros poids lourd en boxe. En tout cas, il a une grosse puissance de frappe, ouais. Après, je ne l'ai pas goûté personnellement, mais quand tu regardes un peu tout ce qui se passe, ouais, je pense qu'il a une grosse puissance de frappe, ouais. Si t'appelles, tu prends le combat? Qui ça, Ngannou? Ouais. S'il y a le gros chèque derrière, ouais. C'est toujours. Bah ouais, d'office, c'est comme ça. La boxe, dit, le sport. Taux horaire, danger. C'est comme ça qu'on doit travailler. Il y a du danger face à Francis? Bah, il y a toujours du danger face à Francis. Donc tu l'as dit, pour toi, quand même victoire Anthony Joshua. Logiquement, je pense que Joshua gagne le combat. Donc ça reste un combat 50-50. Je dirais même 60-40 pour Joshua. Ok. Il y a toujours le facteur risque, un coup. Un coup. Et le combat qui t'intéresse à mon avis le plus entre Usyk et Tyson Fury, là pour le coup, c'est deux grands boxeurs, toujours de la boxe, et c'est ça pourrait être l'un des plus beaux combats qu'on ait jamais vu entre des poids lourds. En termes de hype déjà. Ouais, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu des titres unifiés au niveau des poids lourds. Donc je crois que tout le monde va vouloir voir ce combat-là. Après, je pense que un Fury et un Usyk, c'est ce que je t'expliquais. C'est deux générations différentes aussi. Tu vois. Fury c'est un poids lourd, 130 kg avec ses 2 mètres, je ne sais pas combien. Et Usyk, c'est un gars de mon ancienne catégorie aussi, un boxeur de mon ancienne catégorie, des lourds légers qui est monté en poids lourd. Mais c'est un phénomène. Il boxe comme si c'était un poids léger alors qu'il pèse plus lourd que. Il pèse lourd. Il va falloir que Fury sorte les esquives. Et je pense qu'il va avoir des difficultés. Si Fury nous a fait un combat contre Ngannou de la même manière, il risque de perdre le combat contre Usyk. Comme il monte de catégorie, ce sera ton poulain pour ce combat? Qui ça? Usyk. Enfin, comme il vient de l'ancienne catégorie, un peu comme toi, est-ce que tu vas le soutenir en disant, tu voyez qu'on peut le faire, les gars? Moi, je pense que Usyk, il mérite maintenant. Ça fait tellement longtemps qu'il attend ce combat pour unifier les ceintures et que Fury évite, entre guillemets, le combat. Je pense qu'il mérite de faire ça et qu'il part profiter avec sa famille après, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'on le sous-estime tout le temps, Tyson Fury. On dit toujours, vieux, regardez comment il est, regardez sa dégaine, vrai. regardez son ventre, il gagnera jamais. Et finalement, il gagne toujours. C'est pas vrai, en fait. Je viens de dire que c'est un vieux, mais c'est pas un vieux, en fait, Fury. Il doit être de ma génération, en réalité, Fury. Je crois qu'il doit avoir une trentaine d'années aussi. Mais il est là depuis tellement longtemps que tu as l'impression. Mais il a une tête de vieux aussi. C'est parce qu'avant, quand il avait des cheveux, les gens pensaient qu'il est jeune, maintenant qu'il a plus de cheveux. Il a une tête de vieux. Ouais, je pense que ça va être un très bon combat. Attends.
Le dernier, donc, tu m'as dit que tu connaissais un peu moins Dustin Poirier qui Poirier. va combattre contre Saint-Denis, le Français. Donc le dernier combat, c'est entre Poirier et Saint-Denis en UFC, sans parler vraiment de technique. Là où je voulais venir, c'est ce côté, est-ce que pour toi, les combattants du UFC, les boxeurs, j'ai l'impression que ça prend de plus en plus d'ampleur, ce sport, plus en plus de hype. Est-ce que ça peut être les futures stars de demain, les futurs influenceurs de demain, qu'on voit Connor qui fait des séries Netflix, des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Bah, je pense que chaque combattant a une histoire à raconter. Et je pense que l'histoire peut être divertissante pour monsieur et madame tout le monde, quoi, pour apprendre un peu plus le monde du sport de combat. Pourquoi ils ont commencé à faire ce sport-là. Je pense que c'est des belles histoires à raconter. Après, moi, j'ai vu le documentaire de McGregor. Le premier. Le premier, c'était comment encore ce documentaire? C'est une excellente question. Notorious, je pense que c'était. J'ai vu son premier documentaire, ben, j'ai appris à le connaître. Tu vois, avant, je le trouvais bien au niveau style combattant, mais au niveau de sa personnalité, je le détestais, ce mec. Tu vois, il a une personnalité que j'aime pas. Parce que moi, je suis pas comme ça, donc je peux pas aimer quelqu'un qui est pas comme moi un peu. Et voilà, j'ai appris à le connaître dans le documentaire et je comprends pourquoi il est devenu comme ça. C'est un gars qui a galéré dans la vie, il a dû faire tout seul. Et voilà, il a dit que je vais y arriver et il y arrivait. Donc c'est ça qu'on donne, ça donne du crédit en fait. Tu te dis, ouais, voilà, je comprends bien pourquoi il est comme ça. Et tu prends un peu plus d'empathie pour la personne. J'ai l'impression que beaucoup de combattants, beaucoup de boxeurs viennent un peu. Enfin, souvent, c'est des histoires comme ça parce que pour faire ce sport, tu es obligé d'avoir une rage en plus que juste avoir du talent. Enfin, ça suffit pas avoir du talent dans votre Ouais, sport. il faut le feu intérieur aussi. Il faut un minimum de feu intérieur parce que si tu n'as pas le feu intérieur, ben, dans les moments difficiles, tu as du mal à sortir et à t'exprimer. Un peu de folie aussi, non? Ah, c'est ça, Faut être c'est un le peu feu. fou Ouais, pour c'est eux. ça, un peu de feu. Et pour recevoir des coups sur la tête. Après, je pense que c'est quelque chose que tu l'as ou tu l'as pas, hein. Ouais. Moi, ce que j'explique à tout le monde, il y a des gens qui peuvent frapper, mais pas se faire frapper, tu vois. Et quand tu arrives à allier les deux, frapper et te faire frapper, je pense que tu peux aller faire des grandes choses. Tu es obligé de l'accepter? De se faire ramasser des coups. Ouais. Ah bah oui. Si tu veux pas ramasser des coups, oublie ce sport alors. Tu fais pas. On va terminer avec un petit volet sur la boxe en général. Toi, on va dire des jeunes qui veulent commencer la boxe, qui veulent faire de la boxe. Tu conseillerais par exemple de commencer à quel âge? Comment commencer pour pas faire d'erreur, pour pas brûler les étapes? Parce que des gens vont regarder des reportages de Connor, vont regarder tes combats, vont avoir envie aussi de le faire. Mais je suppose qu'il y a des protocoles, des choses à faire et à surtout pas faire. Moi, je pense au tout début, quand tu commences la boxe, il faut prendre du plaisir. Après, comme dans tous les sports, si tu prends pas de plaisir dans ce que tu fais, tu vas pas évoluer, tu n'auras pas l'envie de vouloir évoluer aussi, tu vois. Donc, c'est d'abord prendre du plaisir, toujours prendre du plaisir, et seulement prendre du plaisir. Voilà, Voilà, c'est la base. c'est la base. Et puis après, au fur et à mesure que tu vas grandir, ben, tu vas commencer à faire des combats. Tu vas avoir le stress, il faudra prendre du plaisir pendant ces combats-là aussi. Et en fait, c'est ça qui va te faire évoluer. Tu vas te dire si tu aimes bien ce sport ou pas, en fait. Mhm. En fait, dès que tu vas arriver dans la phase combat, c'est là que tu vas voir si tu aimes ou tu n'aimes pas. Et puis, dès que tu arrives à ce niveau-là et que tu veux encore grimper au niveau professionnel, il faut t'armer de patience et avoir une bonne équipe autour de toi, l'entourage. Hyper important. Super important. Est-ce que tu laisses ta fille regarder les combats, ta famille? On sait qu'il y en a qui ne laissent pas, il y en a il y en a qui laissent. Qu'est-ce que par rapport à ça, Ouais, toi? moi, tout le monde regarde, hein. Tout le monde regarde. Même la petite de 3 ans maintenant, on a mis le combat contre Yoka à la télévision. Elle regarde, elle me reconnaît. Donc elle me fait Papa, papa, gagné Tony, gagné Tony, tu vois. Nous, ça nous fait tous rire, tu vois. Après, ça fait partie de. Elle va grandir, elle va savoir que je boxe. Donc, quitte à grandir, qu'elle grandisse avec la totalité, quoi. Elle sera à Dallas? Non, elle sera pas à Dallas, c'est trop loin. Trop compliqué Ouais. avec le. Ouais, tu m'étonnes. Pour terminer cette interview, qu'est-ce qu'on peut t'espérer? Qu'est-ce que la suite Bah, long succès encore pour 2024, des belles performances. Voilà. Je pense qu'il n'y a que ça à souhaiter, hein. Moi, je n'ai pas besoin de grandes choses. la santé, les performances? Voilà, c'est ça. Exact. Merci à tous Merci à vous. et à la suite. Ciao.